Une femme gagne 100 000 euros au loto. Le mari réclame Mashikanta Isha Kadabala, tout ce qui appartient à la femme revient au mari. En fait, c'est le cas de figure qui s'était passé lors d'un divorce, 10 ans après un mariage, et donc lors du partage des biens. La femme a dit oui, mais il y a 100 000 euros qui avaient été gagnés par des billets de loterie que j'avais achetés. Moi, j'étais abonné donc à la loterie et c'était versé par le biais de mon compte qui était à mon nom et donc qui était généré par les salaires que je recevais. Donc, ces gains, ils m'ont permis d'acheter, de m'inscrire à la loterie qui a engendré par la suite un gain de 100 000 euros. Le mari réclame, oui, mais ma shikantei shabala, d'accord. Donc après le divorce, il dit c'est 100 000 euros, ils me reviennent. Et la question, c'est quelle est la vision halachique sur le sujet. Alors, évidemment que ce qu'il faut savoir, tout d'abord, c'est que le gain appartient à celui qui a dépensé l'argent pour acheter le billet, à celui à qui appartient l'argent avec lequel on a acheté le billet. D'ailleurs, il y a une chouva intéressante dans Shevet Halevi qui nous dit, dans Shevet Halevi Chelektet Siman Bet, qui nous dit que si j'achète un billet de loterie avec de l'argent du Maaser, et ben le gain il appartient au Maaser. On retrouve la même chose dans le Sefer Levé d'Israël Chelekret Siman Samer Dalet, qui nous dit qu'on va en fonction de avec quel argent on a acheté le billet. Vous allez me demander comment ça se passe dans toutes les associations où on nous dit, les rabbinim nous disent on peut payer du Maaser et on fait partie d'un tirage au sort, etc. Et la réponse, c'est que ça dépend. Si en fait on paye le billet de tirage au sort, le billet de loterie avec l'argent du Maaser, ou simplement qu'on a fait un don général à cette association de bienfaisance ou autre, association de Torah, on a fait un don et en contrepartie, eux ils nous donnent comme cadeau un billet de loterie, un billet de tombola. Comme vous pourrez voir dans les Grottes Moshe Orachim Prelek Dalet Simanaïn Dalet, qui dit que ça appartient pas au Maaser. Il faut expliquer que ça dépend si ça a été acheté comme échange avec le billet, ou bien c'est un don général à l'association et je reçois en retour un billet de loterie. Donc la question qu'on doit définir ici dans le cadre de ce cours, c'est est-ce que l'argent, le salaire de cette femme pendant ces 10 ans-là, qui est allée travailler, donc qui bénéficiait d'un salaire, peut être considéré comme appartenant à la femme, et donc le billet de loterie appartient à la femme, et le gain en résulte aussi, ou que l'argent, le salaire de la femme, on a un principe, Mashigantai Shabala, tout ce qui appartient à la femme appartient au mari. Alors quel est le statut halachique sur le sujet? Pour éclairer un petit peu cette question-là, il faudrait déjà d'abord revenir sur la base du droit matrimonial, sur la manière dont Rachamim ont instauré cet équilibre financier dans le cadre d'un mariage. Alors, il faut savoir, comme la Gemara dans Ketuvot Memzaïn Amoudbet nous dit, on a une tiknu maaseh yadayim tachat mezonot, c'est-à-dire qu'en contrepartie de l'obligation qui repose sur l'homme à nourrir, loger, vêtir et loger sa femme, c'est une obligation qui est minatora, d'après certains Rishonim des Rabbanan, en échange de cette obligation-là, Chachamim sont venus et ont instauré maaseh yadayim la baal, que les revenus, tout ce que la femme va gagner, ça revient au mari. Donc déjà, ils ont instauré qu'elle a le devoir de travailler. Et travailler, ça comprend, mis à part toutes les tâches ménagères, telles que faire à manger, faire la lessive, le linge, etc., s'occuper de la maison. Ils ont demandé aussi quel est un apport au niveau de l'économie de la maison. Et donc, à l'époque de la Mishnah, on parlait d'une obligation sur le résultat, sur la production. Et donc, on parlait principalement de tvia betsemer, le tissage de laine. Et on demandait qu'il y ait un résultat, une production minimum de 5 slaim. C'est un poids conséquent et qui appartenait au mari en échange du devoir du mari de la nourrir. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que tout d'abord, le travail des femmes a complètement évolué. C'est plus des tâches à la maison, faire de la couture, du tissage, etc., ou de la cuisson, ou de la cuisine. Aujourd'hui, c'est plus des contrats de travail, des salariés. C'est plus en fonction de la production, du résultat, du rendement, mais on parle plutôt d'horaires, de contrats qui sont basés sur un certain nombre d'horaires. Donc aujourd'hui, on parle de 40 heures par semaine, c'est-à-dire un minimum de 160, 180 heures par mois. On pourrait dire que les 5 semaines se sont transformés en 40 heures à la semaine. Et donc, on peut obliger, qu'on peut contraindre sa femme à travailler. Alors, en parenthèse, il y a un sujet dans les décisionnaires, est-ce qu'on peut obliger une femme à sortir travailler dans des bureaux, dans du high-tech, dans des secrétariats, etc. Ou bien il faut rester dans la logique de la Mishnah, une femme ne sort pas travailler, elle reste dans des travaux qui sont propres, qui sont appropriés à la maison. Le Pitré Tchouva, il en parle un petit peu dans Perikud sur Ishut.
très prochaine, pardon. Et donc c'est un petit peu discuté, il y en a qui vous diront qu'on ne peut pas forcer la femme à sortir travailler dans des bureaux, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même admis par la plupart des décisionnaires que si elle sort travailler, on considérera ce qu'elle a fait comme du Maaseh Yadayim classique, comme des revenus qui sont inclus dans la takana des Rachamim, donc quoi, ils reviennent au mari. Donc ça c'est la takana fondamentale qui a été instaurée et sur laquelle on pourrait se poser pas mal de questions concernant toutes les gains, par exemple, on pourrait parler des indemnités de licenciement, de chômage, des congés maladie, etc. Est-ce que c'est compris dans les revenus de Maaseh Yadayim, qui sont les revenus qui sont le résultat du travail de la femme et qui reviennent au mari, ou là on parle d'un gain qui est extérieur, comme un cadeau, etc., où le mari peut-être n'aurait pas d'emprise. Alors la plupart de ces gains-là, c'est accepté par la plupart des décisionnaires, comme quoi c'était quand même inclus, à partir du moment que c'est, par exemple, si on parle de congé maladie, on parle même d'indemnité de licenciement, à partir du moment où c'est inclus dans le contrat entre l'employeur et l'employé, c'est partie donc du salaire, c'est inclus dans toute cette structure-là du salaire de l'employé, et donc ça va revenir au mari. Il y en a qui veulent dire que concernant le chômage ou le ma'anak leda, c'est payé par le bitoach leumi, donc c'est pas directement lié le résultat de ce qui est compris entre l'employeur et l'employé. On pourrait dire que c'est pas considéré comme un yadayim, et ça revient pas systématiquement au mari en vertu du principe de Maaseh Yadayim les Baala, sauf si on essaie de dire que c'est inclus dans ce qu'on appelle Metzia. Il faut savoir que les trouvailles, ce que la femme trouve dans la rue, reviennent aussi au mari. C'est une autre takana qui a été instaurée Mishum Eva, pour éviter toute querelle et tout préjudice qui pourrait se créer entre l'homme et la femme. On a instauré que ce qu'elle trouve, ça revient au mari. Alors, est-ce qu'on considérera ça comme une trouvaille ou comme une matana, comme un don qui vient de l'extérieur et non pas inclus dans le travail de la femme? Donc ça, c'est des discussions chez les décisionnaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le salaire, puisque ces billets de loterie dont on parle ont été achetés par des salaires de la femme, qui revenaient dans le compte en banque de la femme. Et donc, comment considérer ces salaires-là, puisqu'on dit que le salaire et les revenus de la femme appartiennent au mari, donc a priori, tout revient au mari. On verra par la suite que pas forcément du tout. Alors, est-ce qu'il y a des revenus? Est-ce que la femme peut engager des travaux où elle pourra dire mes revenus ne reviennent pas à mon mari, ils sont exclusivement pour moi? Est-ce que ça existe ou pas? Alors, il faut savoir tout d'abord, premier cas de figure, c'est la takana de Eni Nizoni de Veniosa. D'accord? C'est une Gemara, donc tout d'Afin Tret Amotbet, et c'est cité dans plusieurs endroits. Ravuna, il vient et il argumente, il déclare que si la femme, elle vient, elle dit « Je renonce à recevoir la pension alimentaire, mais en échange, je garde mes revenus, je garde donc le travail, ce que je gagne, les salaires, je les garde pour moi. » Ok, ça a été instauré en contrepartie de la pension alimentaire, je renonce de toute façon aux aliments, j'en ai pas besoin. Alors Ravuna, il dit, étant donné que toute cette takana, c'était pour le bien de la femme, c'était pour elle qu'on a fait ça. Donc la femme, elle a ce droit, elle a cette autorité de pouvoir statuer comme quoi elle n'a pas besoin de maisonnote et donc elle garde les Maaseh Yadayim. Alors la grande question c'est est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il faut le proclamer en voix haute, Eni Nizoni Veniosa, ou bien si on le comprend d'après la conduite, d'après la démarche, ou bien qu'est-ce qu'il en est si elle dit simplement Eni Osa, moi j'ai pas envie de travailler, est-ce que par définition, est-ce que par définition on traduit ça comme Eni Nizoni Veniosa? Il dit par exemple, je suis mochel sur les maisonnotes. Je suis mochel sur les maisonnotes. Est-ce que ça se traduit Enizoni Veniosa? Alors, le Yavnim Elohim dans Sivan Samertet, il déduit d'un Ran quasiment explicite, qui nous dit qu'il faut absolument le dire. Même si par déduction on arrive au fait que c'est évident que ça veut dire ça, tant que tu n'as pas dit la phrase Enizoni Veniosa, c'est pas inscrit et donc tous tes revenus reviennent systématiquement au mari. Il y a une chose très intéressante du Mahari Bassan, il y a 3-4 chouvotes entre Siman Ametret et Siman Men, où il parle exactement de ce sujet, et il y a même deux avis, au nom de deux Chachamim, qui ne citent pas leur nom. Donc le premier Chacham, il dit, à partir du moment où c'est compris dans ce qu'elles font, qu'elle ne veut pas des maisonnotes, Malima Sedin, reste pour elle. Et ensuite, il y a même un autre Chacham qui n'est pas d'accord, et le Mahari Bassan se met d'accord avec le deuxième Chacham, basé encore une fois sur ce Ran, et sur d'autres preuves qu'il a du cas de Nédari, où c'est marqué que le mari doit faire le Néder de la femme, alors que finalement quand elle a fait un Néder, ça inclut peut-être Enizoni Veniosa. On voit que tant que tu n'as pas dit Enizoni Veniosa,
c'est pas inclus, on ne l'invente pas tout seul. Et donc, c'est un din important. Par exemple, il y en a qui essaient de dire que à partir du moment où il y a 2 comptes en banque, il y a un shoot Chotechal Amdeni très intéressant qui parle de ça, et il propose que peut-être que s'il y a 2 comptes en banque, chacun a son compte, de manière un peu de dissocier cet échange et cet équilibre financier, et peut-être ça inscrit tout seul, si la femme elle a décidé de gagner sa vie, ou bien par exemple on voit qu'elle fait ce qu'elle veut, elle donne de l'argent à la tzedaka quand elle veut, elle ne demande pas l'avis de son mari parce qu'elle considère qu'elle gagne suffisamment bien pour se permettre de ne pas demander l'avis de son mari. Alors est-ce que ça veut dire que naturellement sa conduite pousse à comprendre, à faire comprendre qu'elle veut s'inscrire dans cette takana de Eninizoni de Beniosa? Le mari Bassan il dit non, tant qu'elle ne l'a pas dit, ses gains, le mari peut revenir à la charge et réclamer ses gains. Donc ça c'est le din de Eninizoni de Beniosa. Il y a un deuxième din intéressant, c'est si le mari ne donne pas de mésonotes. Le mari, par exemple, on peut imaginer que le mari est pauvre, il n'y a pas d'argent, il ne donne pas de mésonotes. Donc la femme, elle est là dans le cadre du mariage, elle ne reçoit pas, au bout du compte, des mésonotes. Alors il y a un rama intéressant dans Siman P. Sifutret, qui se base sur un ran au nom d'un ramban, qui dit tant qu'elle ne reçoit pas de mésonotes, elle garde des maaseh yadayim. D'accord? Elle ne peut pas dire moi j'ai mon devoir des maaseh yadayim, mésonotes, j'ai qu'à les réclamer au Bédine. Tant qu'il ne me paye pas les mésonotes, moi je peux garder les maaseh yadayim. Alors la question elle est-ce que je peux garder même le surplus de la takana? C'est-à-dire que moi je dois faire les chamesh selaim, ok? Je dois travailler pour gagner chamesh selaim. Ce qu'il y a en plus, ça n'a rien à voir avec la contrepartie des mésonotes. Donc même s'il ne me paye pas les mésonotes, je lui dois ce qu'il y a en plus. Le cham, reket mechoket, son siman p, sif katana madalef, allez voir aussi dans le BR et tel, eux comprennent que si la femme ne reçoit pas de mésonotes, c'est comme si on s'inscrit dans le même cas que Eni Nizoni de Veniosa, et donc même le surplus, ce qui est en plus de ce que je suis censé donner à mon mari, je peux le garder pour moi, et donc je peux garder tout mon salaire, tout ce que je gagne pour moi. Donc on a déjà 2 cas de figure. Le cas où elle dit Eni Nizoni de Veniosa, je renonce aux mésonotes et en contrepartie je demande de garder mon salaire. Deuxième cas, c'est si le mari ne donne pas de mésonotes, n'a pas d'argent, le mari est pauvre ou qui est paresseux, il ne travaille pas, je peux garder mon salaire. Troisième cas, et ça c'est plus intéressant, c'est ce qu'on appelle Adafa. Adafa c'est le surplus. C'est-à-dire que on a parlé d'une obligation de travail qui demande 5 slaïm. On a traduit ça aujourd'hui par, mettons, 40 heures par semaine. Et au-delà de ces 40 heures-là, si j'ai travaillé plus que ça, est-ce que j'ai ramené plus de résultats, d'accord? Dans le cas de la Mishnah, on parlait de résultats de production. J'ai créé plus de production. Est-ce que ça va au mari ou je peux le garder? Alors la Gemara, il distingue entre 2 cas de figure. Premier cas, c'est un surplus qui vient chez l'eau à l'idée attraque, pas par un effort exceptionnel, d'accord? C'est pas que j'ai travaillé plus d'heures ou je me suis cassé la tête, etc. C'est tout simplement que j'ai certaines compétences qui font que j'arrive à gagner plus d'argent que la normale. Le standard habituel, c'est de gagner 5 slaïm en travaillant X temps. Moi, je suis Riza, j'ai des compétences, j'ai un talent particulier qui fait que j'arrive à gagner plus. Donc, sur ça, tout le monde se met d'accord que ça revient au mari. Tu as fait une plus grosse production, ça revient au mari. Alors, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ça n'existe pas trop, puisque, comme on a dit, aujourd'hui, on ne calcule plus, on ne mesure plus en production, mais en temps de travail. Donc, ça veut dire, j'ai plus de talent, j'arrive à faire plus de temps de travail en même temps, ça ne peut pas exister. Mais ce qui est intéressant, c'est l'autre catégorie. Si c'est Adafa Aliédé Atrak, le surplus qui vient par des efforts exceptionnels. D'accord? Par exemple, je vais me casser la tête à rajouter du temps, à faire des cours privés le soir, à faire plein de choses au-delà de ce que je dois faire déjà. Ou bien je travaille avec un effort particulier, un effort physique. Donc ça va me demander un effort exceptionnel, un effort particulier. Ce qu'on appelle Adafa Aliédé Atrak. Alors, c'est une grande marloquette de Rishonim. C'est un cas qui est exposé dans la Gemara, donc tout votre Samerva Moudalef. Au niveau de la halacha, c'est une très grande marloquette entre Rav Gaon et Rabbeinu Khadané. Est-ce que ça revient à la femme, ou bien ça revient encore une fois au mari? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Shulchan Aruch, il a tranché comme quoi ça revient au mari, comme le Rambam. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le Beit Shmuel et le Chelkat Mechoket, les deux, ils citent le bar, il y a un bar très intéressant, qui nous dit que finalement, à partir du moment où, dans le roche, le tour ramène au nom du roche, donc quoi, ça n'a pas été tranché, même si vous ouvrez le riz, vous allez voir que ça n'a pas été tranché, parce qu'en fait, la femme, elle peut dire Kibli,
À partir du moment où il y a une grande discussion entre les Rishonim, la femme peut dire Kinni, comme l'avis des Rishonim, qui disent que ça me revient et donc je ne suis pas obligé de te le donner. Si tu t'es débrouillé pour les prendre d'une façon ou d'une autre, c'est à toi, mais tant que je ne te les ai pas donnés, tu ne peux pas me les prendre. Et donc le bar qui va plus loin, il dit c'est comme ça le minag, c'est la coutume, l'habitude dans nos régions, on ne peut pas faire sortir cet argent de la femme. Alors c'est vrai que le Chazonish dans Simanaïn, Sif Katanova, je crois, lui dit que c'est vrai qu'il y a un bar comme ça qui dit qu'on ne peut pas faire sortir la femme et qui témoigne comme quoi il y avait une coutume, mais moi j'ai pas vu que cette coutume elle a été acceptée, donc on ne peut pas bouger du Shulchan Aruch, du Rambam, comme quoi tout revient au mari. Malgré tout, dans beaucoup de Piskedin Rabbanim, si vous allez voir le Chelek Aleph, Piskedin, page 90, il y a le Rav Goldschmidt, qui nous dit que finalement, à partir du moment où c'est une grande discussion chez les décisionnaires, et qu'on a quand même le Bet Shumai et le Locham qui se mettent d'accord d'aller comme le bar, on ne pourra pas faire sortir cet argent de la femme. Donc ce qu'elle a gagné avec le surplus de travail, le surplus d'efforts pour gagner cet argent, on ne pourra pas faire sortir de la femme. Mais attention, il faut préciser que la femme ne pourra pas demander les mésonotes qui sont en contrepartie, puisque le mari pourra dire « moi, je pense comme la vie que ça me revient, donc je ne te donne pas de mésonotes ». Donc la femme ne pourra pas demander les mésonotes qui sont en contrepartie, mais en tout cas, sans demander ces mésonotes, elle peut garder tous ses gains qu'elle aura gagnés avec ce surplus de travail. Alors, il y a un autre cas dans la Gemara, c'est si elle arrive à faire 2 travaux en même temps, d'accord? Admettons, je ne sais pas moi, c'est une secrétaire qui fait des téléphones, etc., mais elle arrive à faire de la couture en même temps. Alors là, tout le monde se met d'accord que ça revient à la femme, tout le monde se met d'accord, sauf le Gaon de Vilna, le Maggid Mishneh qui ne partage pas entièrement cet avis, mais quasiment l'ensemble de toutes les poskim, c'est que ça revient à la femme. Et ce qui est intéressant, dernier cas, c'est si ce n'est pas du surplus de travail, c'est son métier officiel, mais c'est un travail de nuit. Par exemple, l'infirmière à l'hôpital, donc c'est pas qu'elle va travailler plus que les autres femmes, mais c'est que son travail, c'est un travail qui se fait, qui s'exerce dans des heures qui ne sont pas habituelles comme la nuit. Alors on aurait pu dire que, ok, c'est un travail qui existe, qui est commun, donc ça fait partie de... Donc, si une femme normale travaille en journée et fait ses 40 heures, elle travaille la nuit. Il y a un Piskedin au nom de Rabbi Yashiv, donc Piskedin Rabbani Chelek, page 279, qui dit au nom de Rabbi Yashiv comme quoi les travaux de nuit, c'est considéré encore une fois comme Adafa Alidéatrak, comme le surplus par le biais d'un effort exceptionnel, et donc ça revient à la femme. Donc, vous voyez comment on a pas mal de cas où les salaires vont revenir à la femme. Et comme on a dit, on ne pourra pas faire ça, même si dans certains cas c'est très discuté, on ne pourra pas faire sortir ça de la femme. Dernier cas, qui est très intéressant aussi, c'est par exemple la femme du Havrer. Donc l'homme n'apporte pas de salaire et toute l'économie de la maison, elle repose sur la femme. Donc on peut imaginer plein de cas de figure où l'économie principale de la maison finalement repose sur la femme. Est-ce que la femme peut dire, excusez-moi, mais c'est moi qui ramène tout, donc l'argent m'appartient. C'est plus en contrepartie des mésonotes que le mari, il n'y a plus un équilibre financier, mais là tout repose sur moi, donc tout m'appartient. Alors c'est un grand safek du Maharit, donc très intéressant, Maharit dans Rosh Nishpat, Chelek Bet, Siman Samerzeit, à la fin, il se pose cette question, les femmes, il appelle ça Aïta Kaoniot Socher, les femmes qui sont dans le commerce, des grandes businessmen, des businesswomen, comme on dit, où tout repose sur elles finalement, est-ce qu'elles peuvent dire ça revient à nous? Et la question, c'est est-ce que même si elles n'ont pas dit Eninizonit Veniosa, c'est comme si elles l'avaient dit. Dans Eninizonit Veniosa, je renonce à mes mésonotes et je veux garder mes revenus, tout revient à la femme. Est-ce que dans un cas où elle ne l'a pas dit, mais tout le monde comprend que c'est elle qui apporte le revenu principal du foyer de la maison, ça lui revient ou pas? Alors le Maharit, il considère que dans ce cas-là, ça revient fondamentalement à la femme. Il hésite un petit peu, il est hésitant, il essaie de trouver un Ramban, etc. Il y a un Rav Pa'alim, un Ben Ishraï de Rav Pa'alim, qui lui, il est beaucoup plus ferme sur le sujet. Donc, Even Haezer, Chelek Bet Siman Telvav, lui parle d'un cas où il y a le mari est mort et il y a le créancier du mari qui se retourne vers la femme pour qu'elle lui rembourse la dette. Et la femme, elle dit, je suis désolé, mais l'argent que j'ai, à partir du moment où c'est moi qui tiens la baraque, c'est moi qui tiens la maison, c'est moi qui rapporte, qui amène les revenus, etc., c'est un argent qui m'appartient. Et le Ben Ishraï, il est d'accord avec la femme, comme quoi son argent lui appartient entièrement et donc elle ne doit pas rembourser les dettes de son mari. Il y a des Acharonim qui ne partagent pas entièrement cet avis, comme le Sefer Pri Adama sur le Rambam dans Perek Bet de Ilchot Ishut. Le Shevet Alevi il prouve aussi d'Ayam Shel Shlomo à la fin de Baba Kama concernant la femme qui donne de la tzedaka, etc. Où là-bas le Yam Shel Shlomo, le Maharshal, il veut dire que
ça peut être accepté parce qu'il y a une dana, il y a une estimation comme quoi le mari est d'accord. Et donc on peut déduire que si ce n'était cette estimation comme quoi le mari est d'accord, les revenus reviennent à la femme. On peut être doré cette preuve, mais en tout cas, l'avis principal qui est retenu, c'est que ça revient à la femme, mais attention, sous deux conditions. Et ça, c'est la suite du Maharit, qui d'ailleurs le Chazonish, dans Simanaïn, il a jusqu'au bout de cette idée-là, que si au début du mariage, c'est le mari qui payait, qui a rapporté, c'était lui sur qui reposaient les maisonnotes, la pension alimentaire, c'est lui qui tenait la nourriture dans la maison, etc. Même si à un moment donné, ça s'est inversé, c'est la femme qui a commencé à gagner et le mari s'est arrêté de gagner, ben on reste avec la même logique que du départ. Et donc tous les revenus de la femme continuent, ce qu'il appelle Kama Kamabati, ça s'est inscrit comme quoi tous les revenus, puisque le fait qu'elle a pu travailler, faire des études parfois et travailler, c'était justement grâce au fait que le mari, c'est lui qui assurait les maisonnotes au début du mariage. Donc toute la suite, même si le mari arrête de travailler, la femme, c'est elle qui va assurer les revenus et les salaires, tout va revenir au mari. Deuxième condition, c'est que si, par exemple, dans un cas d'un frère, ça a été inscrit dans le fait que la femme est mochelle à son mari, elle est d'accord, elle se met d'accord pour le fait que le mari ne lui donne pas les maisonnotes, dans ce cas-là, on pourra considérer que ces maasiyadim continuent à revenir au mari. Mais alors, ce qui reste à définir finalement, c'est sur tous ces revenus qui appartiennent à la femme, est-ce que c'est considéré entièrement à la femme, ou bien comme Nirse Melog? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Nirse Melog, c'est-à-dire que les biens qui appartiennent fondamentalement à la femme, par exemple des appartements qu'elle a apportés avec elle lors du mariage, ou qu'elle a hérité de ses parents, et encore d'autres cas, c'est des biens qui appartiennent à la femme au niveau du capital, mais qui, l'usufruit va être offert, octroyé au mari. Donc c'est une takana à Trachamim, encore une fois, que le mari c'est lui qui profite, c'est lui qui mange les fruits, l'usufruit, durant toute leur vie dans le cadre du mariage. Évidemment, une fois que, si par exemple le mari il meurt, elle récupère ses nersemelo, ou s'il divorce, elle récupère parce que le capital lui appartient. Si c'est elle qui meurt, alors le mari héritera. Et si c'est lui qui meurt ou qui divorce, elle récupère ses biens, mais tant qu'ils sont mariés, le bien appartient à la femme de manière fondamentale, au niveau du capital, mais c'est le mari qui en profite, l'utilisation, l'usufruit. Ça, c'est le principe de l'Irsémélog. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est tous ces salaires qui lui reviennent, dans tous les cas qu'on a cités auparavant, est-ce que c'est des salaires qui lui reviennent entièrement à elle, ou bien encore une fois, ils lui reviennent comme au niveau du capital, mais l'usufruit va être pour le mari. C'est-à-dire qu'il va falloir, par exemple, prendre tous ces salaires, acheter un bien, un appartement, pour conserver le capital, mais l'usufruit reviendra au mari. Alors, on trouve un Bet Shmuel explicite concernant Adafa et l'Idéatrak, le fameux surplus par le biais d'efforts exceptionnels. J'ai travaillé la nuit, j'ai fait des efforts pour gagner, ça m'appartient. Le Bet Shmuel il dit oui, ça m'appartient, mais en tant que Nirsemélot. C'est-à-dire que les fruits sont pour le mari. Alors, il se base sur un Tosfot quasiment explicite, donc tout de la tête homme d'Aleph. Sauf que dans ce Tosfot, il y a deux réponses, et le Bet Meir il dit oui, mais pourquoi tu as regardé que la deuxième réponse? Dans la première réponse, il ressort le contraire. Donc le Bet Meir n'est pas du tout d'accord avec le Bet Shmuel. Alors si vous allez voir le Chazoni, c'est Manaïn, et le RR Shai, ils se mettent d'accord avec le Bet Shmuel. Mais on peut quand même retenir qu'on a une discussion fondamentale entre le Bet Shmuel d'un côté et le Bet Meir dans Siman P. Est-ce que ces biens-là, ces salaires-là vont se transformer en Irsémélog ou appartiennent entièrement à la femme? Dans le cas du Eninizoni de Veniosa, d'accord, dans tous les cas qui s'inscrivent dans le fait que la femme, elle est Eninizoni de Veniosa, moi je renonce à la nourriture et je prends mon salaire, ben, par exemple la femme du Havre ou celle qui ramène tous les revenus, d'après le Maharit, ça revient à Eninizoni de Veniosa, est-ce que ça se transforme en Mélog? Alors ça, c'est pas explicite dans le Bet Shmuel. Et d'ailleurs, on a un Koves Tshuvot du Rav Elyashiv dans Chelek et Siman Reché qui est mis sa pec, qui doute. Il fait dépendre ça dans Tosfot dans Nazir d'Afkavdelet, où il fait dépendre ça des deux tirotimes de Tosfot. Et la vérité, c'est qu'on peut remarquer ça déjà dans le Bet Meir, Siman P, qui veut faire dépendre ça des deux tirotimes de Tosfot. C'est intéressant, d'ailleurs, il y a un Mishmar à Lévi du Rav Schulzinger, Siman Pezaïn, il entretient une discussion avec Rav Elyashiv sur le sujet. Et il finit par lui dire, oui, mais j'ai trouvé un Chazonish, d'ailleurs un Chazonish explicite, dans Simanaïn, Sif Katanzaïn, qui vient nous dire que dans le cas de Enidezoni de Veniosa, ça ne se transforme pas en Irsémélog, ça appartient uniquement à la femme. Il y en a qui ne sont pas d'accord, qui ne partagent pas, par exemple, le Rabbi qui veut dire dans le Tshuvot, Sinon Reshkav Dalet, il veut dire que c'est comme à Adafa l'Idéatrak, et donc si le Bet Shmuel nous dit c'est Irsémélog, ça sera aussi Irsémélog. Si ça vous intéresse, dans le Kovetz Ayashar Ve'atov, Krach, Yudzaïn, Shnat et Tafshinaïn Dalet,
il en parle en long et en large. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que la plupart des avis, c'est que Enizoni Veniosa, c'est entièrement à la femme. Adafa l'idéatrak, c'est une marloquette entre le Bet Meir et le Bet Shmuel. Alors, le problème, c'est que quand on a un doute, est-ce que c'est Nirsemelog ou pas, il faut se pencher qui c'est qui détient la Chazaka. Alors, ça, c'est un grand sujet, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais on a dans Baba Batra Dafnoun Aleph Amud Bet, et dans Shulchan Aruch Siman Kli, en fait, on a une grande discussion au Rishonim. Le Rambam, il considère que n'importe quel bien qui est entre les mains de la femme, Chazaka, la Pashtout, c'est Nirsemelog. Alors que le Bet Yosef, ce qui est rapporté dans le Cham, au nom du Rajba et encore d'autres Rishonim, ils ne sont pas d'accord avec le Rambam. Ce qui est entre les mains de la femme, c'est entièrement à la femme. Le Chazaka est entièrement en faveur de la femme. Donc, est-ce que la femme pourrait dire Kimli, dire vous ne pouvez pas me sortir ces salaires-là, cet argent-là, ça reste quand même quelque chose d'assez délicat. Mais si on veut conclure, il me reste un dernier sujet, c'est que le mari, même s'il se met d'accord avec tout ça, il va dire oui, mais le loto, c'est une trouvaille. C'est pas des salaires, c'est pas dans le cadre des revenus, c'est mais si A. Or, toutes les trouvailles reviennent au mari, comme a dit la Mishnah. Alors, sur ça, on pourrait simplement dire, d'ailleurs, j'ai vu le Sefer Sha'alou les Baruch, Rav Toledano, il en parle, il se pose la question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on voit dans les Sugyot, dans les Marot, qu'il y a une différence entre un cadeau et une trouvaille, d'accord? C'est-à-dire que la trouvaille, ça revient au mari, il y a plusieurs raisons qui sont données. Le Yerushalmi cite 2 ou 3 raisons. Rav Chagai qui dit pour éviter toute querelle. Rabbi aussi qui dit autre chose. Pour ne pas que la femme en arrive à cacher de l'argent à son mari, et quand on lui demande qu'est-ce que c'est, elle puisse dire, bah c'est j'ai trouvé. Pour ne pas arriver à cette situation-là, on a dit, ben, même ce que tu trouves, ça revient au mari. Et le Yerushalmi continue, alors pourquoi les cadeaux qu'on offre à la femme ne reviennent pas au mari? Il dit oui, parce que les cadeaux, il y a une rumeur, il y a un col. La femme ne pourra pas dire c'est des cadeaux. Si c'était des cadeaux, on l'aurait su. Les cadeaux, il y a une rumeur qui sort. Alors qu'une trouvaille, tu peux garder ça discrètement en cachette et ne jamais le dire, sauf quand on te demande d'où ça vient, tu nous diras c'est un cadeau. Donc ça c'est la différence qu'on a entre le cadeau et la métia. Et à partir de ça, on peut dire que gagner au loto, c'est pas considéré comme trouvaille par rapport à ces raisons qu'on a données. C'est-à-dire que tout d'abord, quand tu gagnes au loto, il y a une rumeur, il y a un col. Tu ne pourras pas dire au mari, c'est quoi cet argent? Bah, j'ai gagné au loto. Si tu avais gagné au loto, on aurait su. Et deuxièmement, on n'est pas dans le cadre de la querelle parce que c'est quand même un cadeau. Ça vient d'un da'at acheret makne. C'est pas comme une métier où j'ai trouvé tout seul dans la rue, mais c'est quelqu'un qui me l'a donné. D'accord? Et donc, c'est une zvara qu'on trouve dans le Bet Shmuel. Donc, celui qui te l'a donné, il l'a donné à celui qui a payé avec son argent. Et donc, dans notre cas, la femme. Donc, pour conclure, les abonnements à la loterie qui ont été payés par des salaires qui reviennent à la femme, il va falloir bien définir est-ce que ça revient à la femme ou pas. Si c'est des salaires, par exemple, d'une femme qui travaille quand le mari ne travaille pas, si c'est des salaires qui ont été gagnés par de l'argent, par un surplus d'efforts, par des travails, par des cours privés, par le travail la nuit, ou par un supplément, etc., ou une femme qui aurait dit Eni Zoni Veniosa, tous ces cas de figure-là, c'est des salaires qui reviennent à la femme, et la femme pourra donc déclarer cet abonnement me revient, je l'ai acheté avec mon argent. Et à partir du moment où c'est acheté avec mon argent, eh ben, le gain de 100 000 euros, il me revient. Est-ce qu'on doit le transformer en irsémélog? C'est-à-dire que, ok, 100 000 euros, ben, achète un terrain, achète quelque chose, et moi, j'en tire au moins l'usufruit. Il faudrait rentrer, est-ce que le gain de 100 000 euros, on pourrait considérer ça comme usufruit? C'est une autre question. A priori, d'après ce qu'on a dit, dans le cas de Nizami Dinosa, il n'y a pas d'irsémélog. Dans le cas de la Rafale Atrak, c'est discuté. Donc, probablement, la femme pourra dire Kimi, je garde tout cet argent et je ne te la donne pas.